Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous en direct d'une heure au musée.ca, présenté par le Musée de la Civilisation, où il sera question cet après-midi de notre rapport à nous, les Blancs-Becs, avec les différentes communautés autochtones qui se trouvent sur le territoire québécois. Mon nom est Jean-Philippe Maxime Titley, je suis chargé de projet numérique au Musée de la Civilisation et auxiliairement installé dans la ville de Québec depuis 3 ans et demi maintenant. Un endroit où, à ma grande surprise, je devais découvrir enfin l'apport culturel de nos voisins et amis des premiers peuples partout sur le territoire du Québec. Et si je dois admettre que ça a, oui, changé mes perceptions de ce que c'est même que d'être québécois, ce n'est sans doute rien comparé à ce qu'a vécu ma collègue Caroline Lantagne, chargée de projet d'exposition au Musée de la Civilisation, à qui le musée avait demandé de refaire l'exposition permanente sur les Premières Nations et les Inuits. Caroline, tu es avec moi. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Alors aujourd'hui, je t'ai demandé que nous parlions de notre rapport à nos amis des premiers peuples à travers l'expérience que toi, tu as vécue. Mais d'abord, j'aimerais ça qu'on mette quand même les gens en contexte. L'exposition qui inspire notre discussion, elle est maintenant accessible depuis la maison. Et je te laisse en parler un petit peu. Oui, ben en fait, il s'agit de l'exposition C'est notre histoire, première sur les Premières Nations et les Inuits du Québec. Cette exposition-là, qui est une exposition permanente, a été inaugurée d'abord en 2013. Elle remplaçait la précédente exposition qui portait aussi sur les Premières Nations et les Inuits, qui s'appelait Nous les Premières Nations. Donc, celle-là, elle avait été mise en place depuis 1998, donc elle accusait un certain âge et tout ça, donc on devait refaire cette expo-là. Ouais. Donc, on a décidé, le musée avait décidé d'aborder le travail avec une perspective pour aller plus loin en termes de collaboration et d'échange avec les premiers peuples. Alors, c'est toute une entreprise qui a été mise sur pied pour refaire cette exposition-là afin de présenter un visage plus contemporain de ce qu'est la réalité des Autochtones aujourd'hui. Un peu poser la question, c'est quoi être autochtone dans le monde d'aujourd'hui? Donc, c'est ce qu'on voulait présenter en donnant du même coup aussi des clés de lecture et de compréhension aux visiteurs pour justement comprendre la réalité d'aujourd'hui. Donc, ça, c'était un peu le pari. Et après, ça s'est transformé en grande aventure, je dirais, pour beaucoup de monde. Oui, et donc l'exposition en question, elle est maintenant accessible, donc on disait en ligne, en réalité virtuelle, donc en visite virtuelle 360. Pour les gens qui auraient, par exemple, un masque de réalité virtuelle, il est tout à fait possible de l'avoir en réalité virtuelle également. Et elle est disponible, donc accessible depuis uneureuxaumusée.ca et depuis le site Internet du Musée de la Civilisation. Toi, de ton côté, Caroline, il y aurait évidemment énormément à dire là, sur l'exposition en tant que telle. Ça, c'est clair. On va laisser quand même aux gens l'occasion de le découvrir. Mais je t'ai demandé comment toi, tu avais vécu le travail de réflexion de cette exposition-là. En fait, je l'ai vécu, je dirais, de différentes manières. C'est évident. D'abord, quand j'ai commencé, quand je me suis impliquée dans le projet était déjà amorcé et j'ai donc pris le relais du chargé de projet qui, à l'époque, était Danny Brown, qui finalement allait s'occuper d'autres fonctions. Ce qui fait que dans un premier temps, c'était un défi qui m'apparaissait très, très grand. Parce que je savais qu'on avait décidé d'entreprendre une grande tournée des communautés. Donc, il y avait, je dirais, un peu pas d'appréhension négative, mais plutôt de dire, bon, est-ce que je vais arriver à mener à bien ce projet-là? Ce qui était rassurant, c'est qu'on le faisait justement avec des collaborateurs qui avaient une expérience du terrain, du travail de rencontre avec les gens, de travail collaboratif. Je pense entre autres à la Boîte Rouge Vif qui a été très impliquée dans le processus. C'est important de souligner leur travail et leur rapport. Et donc, avec eux, on s'est lancé dans une aventure où on a bâti une façon de rencontrer les gens pour aller leur demander à eux de nous indiquer ce qu'on voulait finalement, ce qu'ils voulaient voir dans l'exposition, ce qu'ils avaient envie de dire aux visiteurs de l'expo.
Et c'est à ce moment-là qu'on réussit justement à passer d'une exposition sur à une exposition véritablement avec, où ce n'est pas que le musée de la civilisation qui parle d'un fait de société qui nous entoure, bien sûr, mais ce sont également les gens qui sont directement concernés qui prennent la parole au travers de cette exposition-là. Oui, absolument. Et la meilleure façon pour arriver à faire ça, c'était nous de sortir du musée. Parce que si on faisait la comparaison avec l'exposition précédente, oui, bien sûr, il y avait eu des échanges, de la collaboration pour y arriver, mais ce qu'on faisait à ce moment-là, puis ce qui se faisait largement, je pense, pour plusieurs institutions muséales, c'est de faire venir les Autochtones au musée, donc dans notre monde à nous, pour avoir les échanges. Alors que là, pour justement aller plus loin, et c'est ce qui était très important et très transformateur, je pense, pour les gens qui ont participé à ce processus-là, c'est que plutôt on a inversé le processus et on est allé à la rencontre des gens. On s'est donc déplacé des équipes composées de gens du musée et de la boîte Rouge-Vif dans plusieurs communautés sur le territoire. Ça a pris, je dirais, environ 1 an et demi là, pour faire le tour. Et c'est à ce moment-là qu'on a réussi à aller chercher aussi un matériel extraordinaire parce que de ces rencontres-là, de la générosité des gens avec qui on a parlé, avec qui on a fait des activités, ben c'est du matériel richement riche sur le plan culturel, mais aussi sur le plan humain parce que les gens ont vraiment partagé leur expérience, montré la richesse de leur culture également et aussi voulu envoyer des messages, je dirais, aux futurs visiteurs. Donc, nous, placés dans cette position-là, on était à la fois privilégiés et témoins de choses extraordinaires, de rencontres particulières où on pouvait avoir différentes générations qui discutent d'enjeux très, très sensibles, comme la question des pensionnats, par exemple. Et ça a donné lieu à des choses extraordinaires qui nous permettaient, nous, d'être plus sensibles à ces enjeux-là, de pouvoir aussi rendre ça accessible aux gens qui n'ont pas la chance d'aller souvent dans les communautés autochtones. Oui, puis c'est ça, tu me racontais l'expérience que tu as vécue lorsque, bon, tu le disais, lorsque vous êtes sorti, lorsque tu es sorti, la capacité de prendre la mesure de ce qui se passe. Et lorsqu'on a discuté en pré-entrevue, Caroline, tu m'as raconté un peu ton parcours vers et ton arrivée à Kitsisakik. J'aimerais, si tu veux bien, que tu nous racontes à nouveau un peu cette expérience-là qui, je pense, permet vraisemblablement aux gens qui nous écoutent de prendre justement avec toi la mesure que tu as peut-être prise à ce moment-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'est rendu à Kitsisakik, on est passé là pour aller à Pikogam, qui est une autre communauté autochtone des Anishinabés dans le coin d'Amos, Val-d'Or, etc., dans le Taouais. Et on a voulu aller voir, juste faire un arrêt à Kitsisakik pour voir l'endroit, parce que c'est une communauté particulière qui est installée dans une réserve faunique, la réserve faunique de la Vérandrie, pardon. Et donc, qui est un territoire sous la juridiction du gouvernement du Québec. Il faut savoir que les communautés autochtones, évidemment, avec la loi sur les Indiens, sont sous juridiction fédérale. Donc, cette situation-là particulière fait en sorte que cette communauté-là, elle n'avait pas de statut de réserve officielle comme les autres communautés, était prise dans un espèce de flou de juridiction à cause de cette situation-là. Et bon, c'est donc une communauté qui est un peu dans une situation particulière, n'a pas d'eau potable dans les habitations, n'a pas d'électricité, donc a vraiment des installations rudimentaires, il y a un bloc sanitaire, doit aller donc pour aller prendre sa douche, les gens doivent sortir, ils n'ont pas ça chez eux. Donc là, c'est donc un endroit particulier. On arrive là, c'est au mois de juin, il fait un temps magnifique,
Il fait très chaud, il n'y a pas un nuage dans le ciel. C'est donc très beau parce qu'on est à côté du réservoir d'Auzois. Alors, c'est comme un grand lac, finalement. Sur notre gauche, on a un beau chemin de terre qui est devant nous. Un beau chemin de terre, enfin, c'est la rue principale, on va dire, de la communauté. Mais bon, c'est très beau à ce moment-là. Comme souvent, quand on arrive dans une communauté, on voit des enfants qui jouent sur le chemin. Il y a des chiens qui se promènent. Il y a ce soleil-là qui est très, très fort. Et on sait très bien qu'en s'avançant sur ce fameux chemin, on va trouver au bout de la route un barrage, qui est le barrage Bourque. Ce barrage-là, il est là depuis très longtemps, il est là depuis à peu près 1949. Et donc, c'est ce qui a créé le réservoir d'Auzoin. Et du village, il y a un relais électrique à peu près 6 km. Mais il n'y a toujours pas d'électricité dans les habitations de cette communauté-là. Exact. Il y en a seulement dans les bâtiments communs et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, quand on arrive là et qu'on remonte cette route-là et qu'on se rend au barrage qui est là, qui a créé ce réservoir-là, il y a une espèce d'absurdité épouvantable qui me saute aux yeux. En même temps, il y a les gens sont là. On a même, je te racontais, il y a le centre communautaire, il y a un jeune qui avait sorti un ampli, qui était en train de jouer de la guitare électrique, jouer une tune de AC/DC, ça ajoutait à l'ambiance particulière et ça fait, je dirais, vraiment prendre la mesure qu'on ne vit pas dans le même monde et qu'on ne se doute pas à quel point, parfois, certaines communautés vivent dans des conditions de vie qu'on n'accepterait pas jamais pour nos proches. Mais ça, c'est correct qu'on le tolère. Une des choses qui me frappe, et je le disais d'entrée de jeu, quand je suis arrivé dans la ville de Québec, c'était pour moi, et quand même, là, j'étais pas, j'ai habité Montréal pendant plusieurs années. Quand je suis arrivé dans la ville de Québec, c'était pas courant pour moi d'entendre parler des diverses communautés autochtones. C'était pas fréquent dans mon parcours culturel, dans une ville où, on le sait, la culture est quand même très présente. Là. Il y a beaucoup d'activités culturelles, comme à Québec, mais la proportion vouée ou dédiée ou prise par les communautés autochtones n'atteignait absolument pas ce qu'il y avait à Québec. Est-ce qu'on a là la raison, peut-être, cette non-écoute? Est-ce que c'est une non-écoute? Est-ce qu'on a là la raison de cette indifférence dont on a parfois l'impression qu'elle est le fait je vais dire comme ça, là, des Blancs-Becs comme nous, par rapport à ce qui se passe dans des communautés comme Kitsisakik? Bien, c'est sûr qu'on entend souvent parler des communautés autochtones, des Autochtones par rapport aux problématiques difficiles que certaines communautés vivent, que ce soit les questions de dépendance, de consommation, ça, c'est le portrait, disons, socio-culturel qui est souvent négatif. C'est ce qui ressort beaucoup. En même temps, ça contribue généralement à entretenir certains préjugés par rapport aux Autochtones. Et là, bon, ben, il y a toute cette idée aussi que on leur donne beaucoup de ressources, d'argent, puis que finalement, ça ne règle pas les problèmes, puis qu'ils en profitent et tout ça. On ne se rend pas, effectivement, chez eux, souvent. On se rend pas compte qu'en parallèle, il y a plein de projets positifs qui sont mis en place. Il y a tout je dirais, une volonté d'autodétermination, pardon, mais aussi de mettre sur pied des programmes culturels. Mais on ne les connaît pas. Et donc, finalement, si on entend parler seulement des choses plus négatives et que, ben, de temps en temps, dans l'actualité, c'est aussi justement, quand des protestations, peu importe la raison pour laquelle, ben, finalement, on n'a pas, on voit pas la réalité. Puis, juste une chose à ajouter, c'est
à l'école, il y a quand même, hein, on a quand même des cours d'histoire où on nous enseigne, mais c'est souvent, on enseigne souvent l'histoire des Autochtones comme étant une réalité un peu du passé. On se rend rarement jusqu'à la situation ou la réalité actuelle. Donc, on a l'impression que c'est les Algonquiens, les Iroquois, les Tipis, les nomades semi-sédentaires, etc. Et tout d'un coup, pouf, ils disparaissent un peu de notre radar, puis on se comprend pas vraiment. On devient un peu étranger dans un contexte comme celui-là. Et c'est ce que l'exposition tente de contrer, en fait. D'essayer d'élargir le spectre, le regard qu'on peut porter, nous, et les gens qui visitent le Québec, qui ne sont pas nécessairement d'ici, le regard qu'on peut porter sur les différentes communautés autochtones, parce qu'elles sont nombreuses aussi, elles ne sont pas toutes du pareil au même, comme il arrive quand même parfois qu'on l'entende. Donc, cette exposition-là permet de faire une espèce de tour d'horizon un petit peu plus large, autant dans la diversité des communautés que dans la diversité des époques ou des temps. Tu me parlais d'une exposition, d'une portion d'exposition qui est divisée en 3 temps. Oui, en fait, on commence avec aujourd'hui. C'est vraiment l'idée de présenter un aperçu de ce que sont chacune des communautés. C'est évidemment pas, ce sont des vidéos, ce sont les gens qui donnent un petit peu, qui partagent leur expérience. C'est pas du tout complet, exhaustif, mais c'était vraiment l'idée de c'est quoi les Inuits, les Atikamekw, les Algonquiens, pas les Algonquiens, mais les Anishinabés, etc. C'était dans un premier temps, de voir un peu ces gens-là dans leur milieu à travers des présentations vidéo. Et à partir de l'aujourd'hui, remonter le temps pour comprendre la profondeur aussi de l'enracinement des premiers peuples sur le territoire. Donc, on parle vraiment du début de l'occupation. Hein, ça remonte à plus de 12 000 ans. Pour les Autochtones, ils ont toujours été ici, mais dans un sens dont on n'a même pas la mesure. Quand on ne parle pas de 400 ou 500 ans d'occupation, c'est des milliers d'années. Donc, on voulait absolument faire référence à ça, faire référence au fait qu'il y a de plus en plus aussi de perspectives autochtones sur, par exemple, l'archéologie. Et donc, on a ce volet-là pour aborder l'idée de la rencontre. Donc là, on remonte le temps. La rencontre, c'est les premières alliances entre les Français qui sont arrivés et les Autochtones. Puis tranquillement, au fil du temps, avec la conquête britannique, les perspectives se transforment et au 19e siècle naissent la loi sur les Indiens, les pensionnats, donc toutes les politiques qui visent l'assimilation des peuples autochtones. Et ça nous conduit vers, ça c'était la portion passée. Dans l'exposition, les gens repassent par le présent, c'est comme on voulait comme une espèce de petit jeu. OK, ils sont passés par là. Et maintenant, aujourd'hui, qu'en est-il? Donc, l'idée, c'est là de poser les enjeux d'aujourd'hui pour regarder vers l'avenir et essayer de voir, d'avoir une perspective plus ouverte et prendre, je dirais que pour les visiteurs qui font ça, c'est de prendre conscience de tout ça, puis de voir qu'on peut avoir un rôle là-dedans, un rôle, je dirais, de compréhensif, d'allié pour construire un meilleur avenir ensemble avec les Autochtones. Cette notion-là je t'allais dire quelque chose, je te laisse... En fait, je crois qu'on s'en allait peut-être dans le même sens. Cette notion-là de faire ensemble, mais d'être un allié, c'est quelque chose qu'on a vu un petit peu, ou en tout cas que je vais parler pour moi, que j'ai senti peut-être un peu plus apparaître autour du mouvement Idle No More, où on dépassait assurément, mais de loin, certains préjugés, mais on disait aussi, écoutez-nous, portez attention, mais véritablement attention à ce qu'on dit, pas seulement à des revendications, mais à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent,
Et c'est peut-être une indication claire et une invitation aussi claire à se faire allier, mais par la compréhension. Oui, bien, en fait, ces mouvements-là, ils sont super intéressants parce qu'ils montrent vraiment qu'il y a effectivement une prise de conscience chez certaines personnes qui sont allochtones, donc qui ne sont pas autochtones, mais aussi une prise de parole de la part des Autochtones, des communautés autochtones. Dans le mouvement Idle No More, c'est particulier aussi, on en avait parlé parce qu'il y a une place, c'est un mouvement de beaucoup de femmes. À la base, c'est vraiment des femmes qui ont mis ça sur pied. Au Québec, le volet ici, c'était également des jeunes femmes qui prenaient la parole. Il y avait Mélissa Molène-Dupuis qui était entre autres une des porte-paroles et qui, oui, tend la main, invite beaucoup justement les gens à aborder ou à avoir une ouverture par rapport à la réalité des Autochtones et à s'investir, mais d'une certaine façon, avec beaucoup d'humilité et de compréhension. C'est-à-dire que pour être un bon allié, il faut être capable parfois de se taire et d'essayer juste de se mettre dans la position de l'autre pour être capable de voir les réalités de leur point de vue, évidemment, et différemment. Et à cet égard-là, j'en profite là juste pour souligner le décès de Sylvie Vincent, qui est anthropologue. Elle est décédée la semaine dernière, jeudi. En réalité, elle est décédée de la COVID-19. Donc, c'est une triste nouvelle parce que Sylvie Vincent, c'est vraiment quelqu'un qui incarne exactement cette figure-là de l'allié. Elle était, comme je disais, anthropologue. Elle a un parcours extraordinaire. Elle était membre du comité scientifique qui a accompagné le processus de réalisation de l'exposition sur les premiers peuples. Et elle, entre autres, avec les Inuits, avait développé une relation à très, très long terme et était très appréciée pour ça. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas une position de je suis la chercheur ou l'anthropologue et je viens vous voir et je prends votre savoir, je m'en vais. Non, on était dans une position complètement différente de travailler avec les Autochtones, finalement d'être plus leur porte-parole que et c'était pas sa parole qui était importante, c'était vraiment celle des gens avec qui elle travaillait. Et à cette, ben oui, et donc effectivement, Madame Vincent, qu'on salue vraiment pour son apport de maintes et maintes façons, entre autres à l'exposition. Et il y a, au travers de ce que tu viens de dire, Caroline, on savoure l'ironie de ce qu'on fait en ce moment. Deux personnes francophones, québécoises, blanches, qui parlent d'un parcours à travers une exposition sur les communautés autochtones, sur les premiers peuples. Et en fait, l'objectif de notre discussion, c'était à la fois de se faire peut-être un relais, d'inviter les gens qui nous regardent à aller voir l'exposition, à se plonger eux-mêmes dedans, là où ce ne sont pas nous deux qui parlons, mais vraiment les gens concernés par le sujet. Et il y avait un autre aspect au travers de ça, c'est que pour ta part, puis tu as commencé à en parler au début, mais pour ta part, cette expérience-là de recréer ou de mettre à jour l'exposition permanente a eu un effet de transformation aussi. Et c'est peut-être là, justement, qu'il y a quelque chose dont il est intéressant de témoigner parce que, justement, ben, quand on se laisse happer, on vit quelque chose aussi. Quand on se laisse happer par cette histoire-là, par ces connaissances, ces expériences de vie qu'on ignore peut-être beaucoup trop. Ben, en fait, oui. Puis si j'avais à bien l'expliquer, c'est parce qu'évidemment, sur le plan personnel, c'est toujours touchant quand on rencontre des gens qui nous racontent leur vie ou qui nous montrent leur passion pour telle ou telle chose. Des gens qui ont vécu parfois des choses difficiles. Je faisais référence aux pensionnats, entre autres.
Donc, des fois, des gens qui ont été coupés de leur famille, qui ont perdu leurs repères culturels, etc. Mais comment je dirais, moi, ce que j'ai compris, c'est que des fois, on est dérangé par les revendications autochtones ou ce serait le cas ça pourrait être le cas aussi d'autres minorités, là, parce qu'on se dit, ben là, quand même, on est dans une société qui est très égalitaire, qui donne plein de chances à tout le monde. On fait quand même bien quand on se compare à d'autres, mais on ne se rend pas compte en faisant ça qu'on a encore, nous, comme tu le disais, finalement, une position privilégiée. C'est à ça que tu faisais référence. Là, encore une fois, on est en train d'en parler. On prend encore la place mais je pense que de dire aux gens que prendre conscience de ça, ça change le regard et ça nous permet, je pense, d'aborder et d'avoir une meilleure attitude d'ouverture par rapport à peu importe, soit l'accueil d'une simple réalité ou encore une compréhension des enjeux qui sont soulevés. Il y a un élément qui me trotte en tête depuis qu'on a commencé à parler de la mise en ligne de l'exposition. C'est une citation, ou en fait une citation, je dois l'admettre, un peu approximative, mais c'était vraiment une envolée à brûle-pourpoint de Louis-Carl Picard-Sioui, qui est créateur, auteur, membre du clan du loup du peuple Wendat. Il disait, lors d'un événement auquel j'assistais, écoutez-nous, on a plus de solutions que vous pensez. On en a probablement même plus que vous n'en avez vous-même. Il disait ça en rapport avec toute la crise climatique dont on commence à mesurer tranquillement l'ampleur. Et j'avais cette phrase-là en tête parce que je me demandais, à partir du moment où j'ai été témoin de cette envolée-là de Louis-Carl Picard-Sioui, moi j'ai l'impression que mon propre regard sur la crise climatique, mais au final, sur bien d'autres enjeux, a pu changer un peu à la hauteur de ce qu'une soirée avec un auteur-créateur peut changer dans une vie. Toi, tu as passé énormément de temps avec des gens de diverses communautés autochtones. Est-ce que ça a transformé aussi ton regard sur des situations qui plus larges que seulement liées au premier peuple? Oui, tout à fait, parce que justement, c'est de s'apercevoir que même quand on pense que on arrive avec je dirais nos bonnes intentions ou encore notre bonne compréhension d'une réalité, qu'on a fait tout l'exercice, là, on a fait ça sérieusement, peu importe là, la situation, et qu'en fait, on peut toujours être complètement dans l'erreur et que comment je dirais, il faut demander aux gens qui sont les premiers concernés, qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leur réalité, c'est quoi les solutions effectivement qu'ils ont envie, eux, d'apporter, parce que ça sert à rien d'amener une solution si personne en veut. C'est pas du tout une solution, c'est un problème. Donc, il faut renverser la perspective. Oui, c'est ça. Ouais. Dans ce sens-là, il y a une notion justement que j'avais apprise durant ce travail-là avec les Autochtones, qui était celle de l'expert d'usage. Donc, c'est de reconnaître que les premiers concernés, les usagers, experts d'usage, c'est dans le fond les gens qui connaissent la réalité dont il est question, sont aussi des experts et donc détiennent un savoir et tout ça qui peut être mis en relation avec un autre type de connaissances et de savoir. On aurait envie de prendre cette parole de sagesse et de la propager actuellement. Ça pourrait être bien, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Donc, Caroline, l'exposition « C'est notre histoire » en visite virtuelle. J'en ai montré quelques extraits pendant qu'on discutait. Elle est maintenant disponible à partir du nord-au-musée.ca et sur le site Internet du Musée de la Civilisation. Il y a par ailleurs la trousse des premiers peuples qui a été créée par le Musée de la Civilisation également, qui est elle aussi disponible sur uneheure-au-musée.ca et bien sûr sur le site Internet du Musée de la Civilisation. Et là, on a vraiment un matériel pédagogique qui s'adresse
aux enfants d'âge primaire et c'est vraiment classé là, par âge. Donc, si vous êtes à la maison Tout avec à des fait. enfants, honnêtement, ça peut être vraiment intéressant à explorer et c'est vraiment adapté aux différents âges. Et puis, une fois qu'on a dit ça, Caroline, en terminant, j'aimerais ça peut-être t'entendre sur l'avenir. Donc, tu disais à l'instant, il y aurait lieu de fréquenter ou d'aller côtoyer les experts d'usage pour l'avenir, à la fois au musée, à la fois dans la société québécoise. Est-ce qu'on a quelque chose à souhaiter? Est-ce qu'on a quelque chose à viser par rapport à nos amis et voisins, par ailleurs, des Premières Nations et des Inuits? Oui, ben, il faut se souhaiter d'être en mesure de poursuivre le dialogue, la marche commune. Ouais. Si on reprend l'image, je pense à Stanley Volant, le médecin autochtone que beaucoup Ouais. de gens connaissent, qui lui a fait pour sensibiliser en fait les gens à la réalité des autochtones, mais aussi pour aider les jeunes à en fait incarner un modèle vraiment positif et tout ça a fait cette grande marche pendant très très longtemps pour justement mettre en lien les autochtones et les non autochtones entre autres. Mais à travers ça, ce que je veux dire, c'est que lui, en fait, faisant cela, l'idée de cette marche, c'est de dire, ben ensemble, on peut marcher, on peut, euh, on peut se souhaiter d'aller plus loin, il faut se rejoindre, participer chacun à sa mesure, chausser les chaussures qu'on souhaite, hein, que ce soit un mocassin, une chaussure de course, une botte à talons, peu importe ce qu'on veut amener là-dedans, il faut y aller. Puis, il faut aussi y aller avec beaucoup d'humilité Ouais. et de respect parce que nous, Mm. hein, comme je dirais, comme Québécois, ben on a gagné à cette rencontre-là historique avec les peuples autochtones. Ça fait partie aussi de ce qu'on est aujourd'hui. Il faut le reconnaître, il faut redonner finalement la juste mesure de ça aux Autochtones. Et la meilleure façon, je pense, de le faire, c'est de vouloir marcher avec eux. À 2 mètres de distance. Oui, voilà. Mais effectivement, on espère avoir l'occasion de le refaire rapidement. Le mot-clé, essentiellement, c'est la rencontre. C'est ce que Oui, tout je à fait. retiens du propos. Ben merci beaucoup, Caroline, pour cette discussion-là. On rappelle aux gens, on invite sincèrement à aller passer 1 heure au musée, 1 heure dans l'exposition virtuelle. C'est notre histoire. Première Nation et Inuit du 21e siècle. Vraiment, c'est à voir. Il y a beaucoup, beaucoup à voir. Il y a des œuvres d'artistes, il y a des extraits vidéo, il y a des objets, bien entendu. Et il y a surtout l'occasion de s'imprégner d'une culture, de, d'un message qu'on tente de nous communiquer. Alors, ça vaut la peine d'être à l'écoute. Caroline, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci, ça m'a vraiment fait plaisir. Et à nous aussi. Et puis, pour ce qui suit, nous aurons vendredi un prochain rendez-vous, cette fois avec, vous commencez à le connaître, le conservateur Vincent Giguère, mais également la conservatrice Lydia Bouchard, qui nous parle d'instruments de musique, et pas n'importe lesquels, parce que ce sera vendredi le 20e anniversaire de décès de Dédé Fortin, des colocs. Et avec nos amis de Radio-Canada, d'ici Musique, on a travaillé à une émission spéciale qui sera diffusée sur Ici Musique vendredi de 20h à 22h. Et nous, en après-midi, dès 15h, avec ces deux amis conservateurs, ces deux collègues conservateurs, mais amis aussi, nous allons discuter donc de ces objets, regarder des extraits de l'émission en primeur. Et nous avons très hâte de vous retrouver d'ici là. Ne manquez pas d'aller fréquenter uneuraumusée.ca et d'en profiter pour participer au projet Documenter la pandémie. Vous le savez, la question est toujours haut de l'écran quand vous fréquentez uneuraumusée.ca. On vous demande cette semaine, et encore pour jusqu'à demain, on vous demande de nous dire ce que vous pensez du déconfinement. C'est pas mal maintenant que ça se passe, surtout avec les annonces d'aujourd'hui. Alors, on vous invite à y répondre.
Et puis, rejoignez-nous vendredi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Mon nom est Jean-Philippe Maxime Titley. Je suis chargé de projet numérique au Musée de la Civilisation. J'étais avec Caroline Lantagne, chargée de projet d'exposition du Musée de la Civilisation également. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonjour.